Il existe des silences qui résonnent plus fort que les mots, et des absences si profondes qu'elles sculptent le cœur à jamais. Nathan Delcourt a grandi dans un palais de marbre et d'or, un monde de luxe et de privilèges. Mais derrière les lustres et les sourires mondains, il n'y avait que solitude. Une solitude glaciale. Ses parents, riches et puissants, étaient trop occupés pour aimer. Et la seule chaleur de son enfance venait d'une femme simple, Fatou, sa nounou venue de Côte d'Ivoire. Elle lui chantait des berceuses, lui tenait la main dans les nuits d'orage. Elle était son repère. Puis, à 8 ans, tout s'écroula. Ses parents moururent dans un accident brutal. Et quelques semaines plus tard, Fatou disparut à son tour. Sans adieu, sans explication. Les années passèrent. Nathan devint un homme d'affaires redoutable, admiré et envié. Mais en lui, un vide restait béant. Jusqu'au jour où, dans un vieux coffre, il retrouva la voix de Fatou. Et tout bascula. Ce n'était plus une douleur du passé. C'était un appel à comprendre, à chercher, à affronter. Car parfois, pour guérir, il faut rouvrir les cicatrices. Le soleil descendait lentement sur la baie de Cannes, peignant les murs de la villa Delcourt d'une lumière dorée qui semblait irréelle. Les palmiers se balançaient doucement dans la brise du soir, et au loin, les vagues venaient lécher les rochers avec un rythme apaisant. C'était un cadre parfait, digne des plus belles cartes postales. Mais à l'intérieur du manoir, le silence était lourd, glacial. Nathan Delcourt se tenait debout devant les immenses baies vitrées du salon, un verre de whisky à la main. Son regard perdu ne voyait plus le paysage. Il voyait loin, loin dans le passé, dans un monde que l'argent n'avait jamais réussi à réparer. Il était cet homme qu'on respecte, qu'on envie, qu'on craint parfois. Un financier redouté, à la tête d'un empire bâti sur les ruines d'une tragédie. Un homme accompli, disait-on. Mais un homme vide, on l'appelait le prodige discret. Il avait pris les rênes de l'entreprise familiale à 22 ans, après des études brillantes. Il avait multiplié les bénéfices, modernisé les structures, investi sur plusieurs continents. Mais derrière les chiffres, les trophées, les couvertures de magazines, il n'y avait qu'un silence profond. Un silence d'enfant jamais consolé. La villa était immense, les plafonds semblaient toucher le ciel. Chaque pièce avait son propre écho, comme si même les murs refusaient de garder les secrets. Les domestiques passaient en silence, habitués à ne pas déranger. La cuisine était toujours pleine, les meubles toujours cirés, les jardins entretenus avec soin. Mais il n'y avait ni rire, ni cris, ni voix familière. Pas de vie, seulement une belle coquille. Nathan était seul. Il l'avait toujours été. Ses parents, figures emblématiques de la haute société européenne, passaient plus de temps dans les avions que dans le salon familial. Ils voyageaient pour affaires, pour dîner, pour leur fondation, pour tout. Sauf pour lui, et le seul cœur qui avait vraiment battu près du sien dans cette maison, c'était celui de Fatou. Fatou, la nounou ivoirienne au regard tendre, à la voix chaude, à la patience infinie. Elle lui chantait des chansons venues d'Afrique, lui racontait des histoires sous les draps, le berçait quand ses cauchemars devenaient trop violents. Elle n'avait ni diplôme prestigieux, ni fortune, mais elle avait cette chose rare, un amour vrai, désintéressé, inconditionnel. Puis, un jour, tout s'était effondré. Nathan avait 8 ans, ses parents étaient morts dans un accident de voiture sur la route entre Florence et Milan. Une Ferrari lancée à toute vitesse, un virage mal négocié, un chauffeur prétendument distrait. C'est ce qu'on lui avait raconté. Un enterrement à huis clos, une urne froide posée sur un marbre noir, des visages fermés, des mots vides, et peu après, Fatou avait disparu. On lui avait dit qu'elle devait retourner en Côte d'Ivoire pour s'occuper d'un parent malade. On ne lui avait pas laissé lui dire au revoir. Elle était partie comme on efface une ligne dans un livre. Et dans le silence qu'elle avait laissé derrière elle, Nathan avait appris à se construire des murs. Il avait grandi avec cette absence brûlante. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque victoire professionnelle portait en elle une amertume sourde. Il n'avait jamais compris pourquoi elle n'était jamais revenue. Il avait cherché des lettres, des appels, un mot. Rien. Et pourtant, elle restait là. Présente. Dans chaque décision. Dans chaque geste. Dans sa façon d'observer le monde avec méfiance. Dans son incapacité à faire confiance. Dans son besoin maladif de tout contrôler. Ce soir-là, alors que les ombres s'allongeaient sur les meubles anciens, Nathan se leva. Il se dirigea vers la grande bibliothèque, ouvrit un tiroir secret, et sortit une petite boîte en bois foncé. Une boîte simple, usée, que personne ne remarquait jamais. À l'intérieur, des fragments d'enfance. Une dent de lait, un bracelet rouge en fil. Une photo légèrement déchirée où l'on voyait un petit garçon rire dans les bras d'une femme noire. Et un vieux lecteur audio pour enfants, abîmé par le temps. Il appuya sur le bouton, presque sans espoir. Un léger grésillement, puis une voix. La sienne, jeune, joyeuse. Puis une autre voix, douce, posée. Celle de Fatou. Nathan, mon petit trésor. Tu es fort, hein? Tu vas briller un jour. Et moi, de là-bas, je prierai toujours pour toi. Son cœur s'arrêta, puis reprit, plus fort, plus douloureux. Il referma la boîte avec lenteur. Et dans ce geste, une décision naquit. Il ne pouvait plus vivre dans l'attente. Il ne pouvait plus laisser les non-dits gouverner son cœur. Il devait retrouver Fatou. Pas pour l'accuser, pas pour exiger, mais pour comprendre. Comprendre pourquoi elle était partie. Pourquoi elle n'était jamais revenue. Et surtout,
Pourquoi il n'avait jamais réussi à l'oublier? Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, Nathan avait réservé un billet. Destination, Abidjan. Le vol pour Abidjan avait duré un peu plus de 6 heures, mais pour Nathan, le temps avait semblé suspendu. Assis près du hublot, il n'avait ni mangé ni dormi. Il avait gardé les yeux ouverts, fixant l'horizon lointain, perdu dans les échos de son passé. Ce voyage, il le sentait, n'était pas qu'un déplacement. C'était une descente dans les profondeurs d'une histoire qu'on lui avait soigneusement cachée. En sortant de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, une chaleur moite l'enveloppa aussitôt. L'air était lourd, parfumé d'épices, de poussière, de carburant et de vie. Partout, ça bougeait, les klaxons fusaient, les voix se mêlaient, les pas pressés rythmaient le sol. Abidjan vibrait d'une énergie brute, bouillonnante, qui le saisit par surprise. Son chauffeur, un homme discret au sourire calme, l'attendait avec une pancarte sobre, « Monsieur n'attendez ». Le trajet vers Treichville fut long. La ville semblait défiler sans fin. Marchés colorés, vendeurs ambulants, pancartes publicitaires fanées, taxis orange entassés comme des dominos. Nathan observait tout cela avec fascination. Ce monde n'avait rien de son univers parisien. Et pourtant, il ressentait quelque chose d'étrange. Comme une forme de reconnaissance. Une impression sourde qu'ici, peut-être, une part de lui l'avait attendu. À son hôtel, il se contenta d'une douche rapide. Puis, sans se reposer, il sortit une vieille adresse de sa poche. Elle lui avait été donnée par un ancien employé de son père, croisé quelques années plus tôt lors d'un gala. L'homme, après quelques verres, avait murmuré qu'une certaine Fatou vivrait toujours à Abidjan. Il n'en savait pas plus, mais cela avait suffi à planter une graine dans l'esprit de Nathan. Une graine qui, aujourd'hui, l'avait poussé à tout quitter. Le taxi l'amena dans une ruelle étroite, aux murs de béton fissurés. Des enfants jouaient pieds nus, des femmes lavaient du linge dans de grandes bassines, et des rires éclataient ici et là. Au fond, une maison basse aux murs d'argile et au toit de tôle semblait fondue dans la poussière ambiante. Nathan descendit, s'approcha lentement. Une vieille femme tricotait à l'ombre d'un manguier. Elle leva les yeux, l'observa sans animosité. Il s'approcha, doucement. Il demanda si une certaine Fatou Touré vivait ici ou dans les environs. La femme hésita, puis lui indiqua une cour un peu plus loin. Il la remercia, glissa un billet dans sa main, et reprit sa route. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Et si ce n'était pas elle? Et si elle avait disparu? Et si elle l'avait oublié? Il arriva devant une petite porte en bois, bancale, au seuil d'une maison de 2 pièces. Il leva la main, hésita un instant, puis frappa. Une voix lointaine répondit dans une langue qu'il ne comprit pas totalement. Le ton était doux, fatigué. La porte s'ouvrit lentement, et ce fut comme un vertige. Elle était là, vieillie, amaigrie, les cheveux grisonnants attachés sous un foulard. La peau ridée, les épaules un peu voûtées. Mais ses yeux n'avaient pas changé. Le même regard plein de chaleur, de profondeur. Le même éclat qu'il avait vu tant de fois dans son enfance. Elle le regarda, un instant, sans comprendre. Et lui, il ne sut que dire. Il la contempla, bouleversé. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Alors, il fit ce qu'il faisait toujours enfant quand il voulait la faire sourire. Il pencha la tête légèrement, comme il le faisait à 8 ans, et esquissa un petit sourire. Un éclair passa dans les yeux de Fatou. Elle porta une main tremblante à sa bouche. Un murmure s'échappa de ses lèvres. « Nathan ?» Il hocha lentement la tête. Elle chancela, et il la rattrapa, doucement, avec cette pudeur propre aux retrouvailles trop longtemps retardées. Ils restèrent là, dans l'embrasure de la porte, sans parler. Les années s'étaient effondrées, les murs du temps s'étaient brisés. Le passé venait de frapper à la porte. Et cette fois, il avait été accueilli. Ils s'assirent dans la petite pièce, modeste, à la lumière douce. Fatou lui servit de l'eau fraîche. Elle tremblait encore, mais son regard ne le quittait pas. Elle demanda ce qu'il était devenu. Il raconta brièvement, maladroitement. Puis, doucement, il lui demanda pourquoi elle était partie. Pourquoi elle ne l'avait jamais recontacté. Ce qu'il avait fait de mal. Elle baissa les yeux. « Ce n'était pas toi, mon fils. Ce n'était jamais toi. » Sa voix était brisée. Ils m'ont forcé à partir. Ils ont dit que je n'étais plus la bienvenue. Que c'était pour ton bien. Nathan sentit sa gorge se nouer. « Tu voulais me dire au revoir ? » Oui, mais ils m'en ont empêché. Elle se leva avec lenteur, sortit d'un tiroir une petite boîte poussiéreuse. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines, certaines ouvertes, d'autres jamais envoyées, toutes adressées à lui, à l'enfant qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. « Je t'ai écrit, Nathan. » Pendant des années, mais aucune réponse. Il prit les lettres, les serra contre lui. Il comprenait enfin. Il n'avait jamais été oublié. Il avait été protégé, et ce n'était que le début. Le silence dans la pièce était presque sacré. Nathan tenait entre ses mains un paquet de lettres que Fatou venait de lui confier. Des feuilles froissées, certaines tachées, d'autres jaunies, toutes écrites de la même écriture penchée et soigneuse. Il n'osait pas encore les lire. Il les sentait vibrer entre ses doigts comme si elles étaient encore vivantes. Fatou s'était assise sur le lit, les mains jointes sur ses genoux, le regard baissé. Elle semblait attendre un jugement, comme si ce qu'elle avait gardé précieusement pendant toutes ces années pouvait maintenant être interprété comme une trahison. Nathan s'agenouilla devant elle,
posa les lettres doucement au sol et leva les yeux vers elle. Tu m'as écrit. Sa voix n'était pas un reproche. Elle était pleine d'émotions contenues. Fatou acquiesça sans un mot. Tu n'as jamais eu de réponse. Elle secoua lentement la tête, les yeux brillants. J'écrivais chaque semaine au début. Puis chaque mois, j'envoyais mes lettres à l'avocat, à l'entreprise, parfois même directement à la villa. Je ne savais pas si tu les recevais, mais je continuais. Je me disais que peut-être, un jour, tu lirais au moins une phrase. Et que tu comprendrais que je ne t'avais pas abandonné. Nathan prit une enveloppe, l'ouvrit avec précaution. Le papier à l'intérieur était plié avec soin, comme un trésor fragile. Il lut la première phrase à voix haute. Mon petit roi, aujourd'hui tu as 10 ans. J'espère que tu vas bien. Je t'ai vu en rêve, tu étais grand, fort, mais toujours doux. Il s'interrompit, la gorge serrée. Un poids étrange se soulevait en lui, une tristesse ancienne qu'il n'avait jamais réussi à nommer. Il se sentit à la fois aimé et trahi par le monde qui lui avait volé ses mots. Fatou l'observait, les yeux embués. Tu étais tout ce que j'avais, Nathan. Je n'ai jamais eu d'enfant. C'est toi que Dieu m'a confié. Et quand on m'a dit de partir, quand ils m'ont interdit de te dire adieu, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Pourquoi n'as-tu pas tenté de revenir? J'ai essayé, murmura-t-elle, mais je n'avais plus d'adresse, plus de contact. Et j'avais peur qu'il te fasse du mal si je revenais. Alors j'ai attendu, j'ai prié, et j'ai écrit. C'était la seule façon de rester près de toi, même de loin. Nathan se leva, tourna lentement dans la pièce. Il se sentait submergé. Tous ces souvenirs qu'il croyait morts refaisaient surface, mêlés à la douleur d'un malentendu immense. Il s'approcha d'elle à nouveau. Tu as protégé mes souvenirs. Tu m'as gardé vivant à travers ces lettres. Fatou posa la main sur sa poitrine, là où bat le cœur. Mais c'est toi qui m'as gardée vivante, Nathan. Ton image, ton rire, tes questions. Je les entendais encore dans ma tête. Je n'ai jamais cessé de t'attendre. Il s'assit à ses côtés, les mains croisées sur ses genoux. Un silence doux les enveloppa. Plus rien n'avait besoin d'être justifié. La vérité parlait d'elle-même à travers les papiers, les regards, les silences. Il finit par demander ce qu'il craignait d'entendre depuis son arrivée. Fatou, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec mes parents? Pourquoi est-ce que tu es la seule à avoir essayé de me prévenir, de me parler? Pourquoi personne d'autre ne m'a jamais rien dit? Elle tourna le regard vers la fenêtre, observant les nuages qui dérivaient lentement dans le ciel ivoirien. Sa voix fut plus grave, plus lente. Parce que tout le monde avait quelque chose à perdre. Ton père savait trop de choses. Et ta mère, bien qu'aimante, avait peur. Elle m'a confié une lettre. Et un nom. Une lettre? Quel nom? Elle se leva, marcha jusqu'à une boîte rangée derrière un vieux rideau, sous un tas de linge. Elle la sortit, souffla sur le couvercle pour chasser la poussière. Puis l'ouvrit. À l'intérieur, une clé USB, un petit médaillon, et une enveloppe blanche au papier épais. Dessus, écrit à la main, en lettres fines, « Pour Nathan, quand il sera prêt ». Elle la lui tendit. Il ouvrit l'enveloppe, sortit la lettre. « Mon Nathan, si tu reçois ceci, c'est que notre destin a basculé. Nous avons voulu changer les choses. Peut-être étions-nous naïfs, peut-être étions-nous courageux, mais nous avons fait ce que nous devions faire. Ton père a confié ses preuves à un ami de confiance. Kofi Bamba, à Abidjan. Il saura quoi faire. Je t'en prie, écoute-le. Et surtout, écoute ton cœur, ta mère qui t'aime. » La lettre tremblait dans ses mains. Fatou se rapprocha, posa la main sur son épaule. « Je devais te la remettre quand tu serais prêt. Et maintenant, tu l'es. » Nathan hocha lentement la tête. Il comprenait. Ce voyage, ce retour, ce besoin profond. Tout avait un sens. Ce n'était pas seulement une quête personnelle. C'était une mission laissée inachevée. Une vérité à faire renaître. Il regarda Fatou, sa main serrant la clé USB. Il allait retrouver Kofi Bamba. Et il allait découvrir ce que ses parents avaient risqué leur vie pour révéler. Le lendemain matin, Nathan se leva avant le lever du soleil. La lumière douce de l'aube se faufilait entre les rideaux usés de la petite chambre d'hôtel, dessinant des lignes dorées sur le carrelage froid. Il n'avait presque pas dormi. Son esprit avait tourné toute la nuit autour de cette lettre, de ce nom, de cette vérité qui se tenait peut-être à quelques rues de là, entre les mains d'un certain Kofi Bamba. Il prit une douche rapide, enfila une chemise légère, et sortit dans la rue encore fraîche. Abidjan s'éveillait lentement. Les klaxons étaient plus rares, les vendeurs n'avaient pas encore pris possession des trottoirs. Il monta dans un taxi collectif, tenant dans sa poche intérieure la clé USB et la lettre de sa mère, comme des reliques précieuses. Le chauffeur connaissait l'adresse. Une petite librairie à Yopougon, sans enseigne tape à l'œil, sans publicité. Juste un nom murmuré par Fatou la veille au soir. Elle lui avait parlé de Kofi comme d'un homme droit, discret, presque effacé du monde. Un journaliste autrefois très engagé, aujourd'hui reclus, volontairement oublié. La voiture roulait à travers les quartiers animés, les marchés improvisés, les files de femmes portant des bassines sur la tête. Nathan observait ce monde avec un mélange de respect et d'étrangeté. Il n'y appartenait pas, mais quelque chose en lui se sentait lié à cette terre, à ses couleurs, à ses blessures, à sa mémoire. Arrivé devant la librairie, il descendit. La façade était vieillotte, une porte en bois peinte en bleu pâle, des étagères visibles derrière la vitre, remplies de livres anciens. Nathan inspira profondément avant d'entrer. À l'intérieur, une odeur de papier et d'humidité l'accueillit.
Un vieil homme était assis derrière un comptoir, lunettes rondes posées sur le nez, un roman ouvert entre les mains. Il leva les yeux à son entrée, silencieux, puis observa Nathan avec attention. Nathan s'approcha. « Je cherche Kofi Bamba. »« C'est moi, » répondit l'homme calmement. « Et vous, jeune homme, que cherchez-vous exactement ?»« Je cherche la vérité, et je crois que vous la gardez pour moi depuis longtemps. » Il sortit la lettre de sa mère, la posa sur la table. Le vieil homme lut les premières lignes, puis ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient remplis d'une gravité ancienne. « Tu es le fils d'Hugo et de Claire Delcourt. Je t'ai vu bébé, il y a très longtemps. » Il se leva lentement, fit signe à Nathan de le suivre dans une petite pièce à l'arrière. Là, il ouvrit un coffre en fer. À l'intérieur, un ordinateur ancien, plusieurs clés USB, des dossiers épais remplis de notes manuscrites et de photos. Ton père m'a tout confié, juste avant leur dernier voyage. Il savait que les choses tournaient mal. Il avait commencé à dénoncer un vaste réseau de corruption mêlant des chefs d'entreprise, des politiciens européens et africains. Des contrats illégaux, des marchés truqués, des transferts de fonds invisibles. Il voulait tout révéler, et il savait que ça le tuerait. Nathan resta figé. Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt? Parce que ta sécurité dépendait de ce silence. Et parce que moi-même, j'ai été traqué. J'ai dû fermer mon journal. Des collègues ont disparu. On a voulu m'effacer. J'ai survécu parce que j'ai su me taire. Mais j'ai tout conservé. Pour toi, pour ce jour. Il inséra la clé USB de Nathan dans l'ordinateur. Les fichiers s'ouvrirent un à un. Des enregistrements, des scans de documents confidentiels, des tableaux financiers, des noms. Beaucoup de noms. Et au milieu de tout cela, une vidéo. Ton père a enregistré ce message la veille de leur départ. Nathan cliqua. L'image était floue, tremblante. Son père apparaissait à l'écran, dans une pièce faiblement éclairée. Il parlait avec calme, mais on sentait la tension dans sa voix. Nathan, mon fils, si tu vois ceci, c'est que nous ne sommes plus là. Ton avenir t'appartient, mais sache que notre nom a été sali par d'autres. Nous avons essayé de faire ce qui était juste. Ce que tu feras de tout cela ne dépend que de toi. Pardonne-nous, et avance, n'aie pas peur. L'écran devint noir. Nathan se redressa lentement. Je vais tout révéler, tout ce qu'ils ont caché. Je vais nettoyer notre nom. Et rendre ce qu'ils ont volé. Je ne peux pas continuer à construire sur des fondations pourries. Kofi l'observa longuement. Tu vas te faire des ennemis puissants. Tu risques de tout perdre. Je n'ai plus peur. J'ai retrouvé ma vérité, et je sais enfin qui je suis. Il récupéra les copies des dossiers, salua le vieil homme, et sortit dans la rue, le cœur battant. La lumière était plus vive maintenant. Le soleil haut, Abidjan brillait sous la chaleur. Et pour la première fois, depuis très longtemps, Nathan marchait sans poids sur les épaules. Il n'était plus le garçon perdu. Il était l'héritier éveillé, et bientôt, il allait faire entendre la voix qu'on avait tenté de faire taire. Les jours qui suivirent la rencontre avec Kofi Bamba furent comme suspendus dans le temps. Nathan ne retourna pas à son hôtel. Il choisit de s'installer dans un logement modeste, à quelques pas de la cour où vivait Fatou. Ce choix n'était pas motivé par la nostalgie, mais par un besoin vital de rester près d'elle, de combler ce vide si longtemps enfoui. Chaque matin, il traversait la ruelle poussiéreuse en saluant les voisins, les vendeurs ambulants, les enfants aux pieds nus qui le regardaient avec un mélange de curiosité et d'admiration silencieuse. Il apportait du pain, des fruits, parfois un journal. Fatou l'attendait souvent sur le pas de la porte, un sourire discret aux lèvres, une tasse de café à la main. Entre eux, un nouveau lien se tissait. Plus qu'un simple passé commun, c'était une présence, une chaleur, une reconnaissance muette. Ils parlaient peu parfois, mais les silences n'étaient plus gênants. Ils étaient pleins de sens, comme deux âmes qui n'ont plus besoin de se justifier. Nathan découvrait le vrai visage de l'amour maternel. Celui qui ne s'achète pas. Celui qui ne demande rien. Celui qui se donne, simplement. Fatou l'écoutait raconter ses souvenirs d'enfance, ses doutes d'homme, ses blessures profondes. Elle le regardait avec la même douceur que lorsqu'il n'avait que 6 ans, les genoux écorchés et les larmes aux joues. Elle lui parlait de son quotidien, de ses petits combats pour les enfants du quartier, de sa joie quand Aïssata, la fillette vive aux cheveux en tresse, apprenait un nouveau mot ou récitait ses premiers versets. Nathan observait ses enfants avec une émotion nouvelle. Il ne les voyait pas seulement comme les enfants d'une autre vie, d'un autre monde. Il les voyait comme une prolongation de lui-même, comme un rappel de ce qu'il aurait pu devenir sans Fatou. Un soir, alors que le soleil tombait lentement derrière les toits en tôle, Nathan proposa quelque chose. Il avait cette lumière particulière dans les yeux, celle qui précède les grandes décisions. Et si on créait un espace pour eux? Pas une école, pas une institution, mais un lieu vivant. Un centre, un endroit où ils pourraient lire, jouer, manger, apprendre à rêver. Tu pourrais le diriger, Fatou. Moi, je financerai tout. Elle le regarda longuement, les mains posées sur ses genoux, puis baissa la tête, émue. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle répondit. Tu veux rester ici? Je veux construire ici, pas pour toujours, mais assez pour que quelque chose reste après moi. Je ne veux plus être un fantôme dans les couloirs de ma vie. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Alors commençons. Tu n'as pas seulement retrouvé une vérité, Nathan. Tu es en train d'en créer une nouvelle. Les jours suivants, ils se mirent à l'œuvre. Nathan rencontra des artisans, visita des terrains, parla avec des associations locales.
Fatou rassembla des femmes du quartier, des bénévoles, des institutrices à la retraite. Ensemble, ils rêvaient à voix haute. Un matin, pendant qu'il aidait à déblayer une parcelle de terrain, une petite main tira sur sa chemise. C'était Aïssata. Elle lui tendait une feuille de cahier, griffonnée au crayon de bois. Dessus, un soleil énorme, jaune, éclatant, entouré de petits visages rieurs. Et au centre, une silhouette noire en chemise blanche. « C'est toi, dit-elle fièrement. Le monsieur qui fait sourire maman Fatou. » Nathan la prit dans ses bras, ému au-delà des mots. Il comprenait alors qu'il était en train de devenir ce qu'il avait toujours cherché. Un repère, un pilier, une lumière. Le soir même, ils inaugurèrent symboliquement le futur terrain du centre. Pas de ruban rouge, pas de caméra, juste une grande bâche tendue entre deux arbres, quelques bancs en bois, et une trentaine d'enfants riant à gorge déployée. Fatou prépara du riz, du poisson grillé, des beignets. Nathan servait les jus de gingembre. Les rires s'élevaient dans la nuit comme une chanson ancienne retrouvée. Il n'avait jamais été aussi vivant. Ce n'était pas une fin. Ce n'était pas non plus un retour en arrière. C'était un nouveau chapitre, écrit à deux, avec pour encre l'amour, avec pour mémoire la vérité. Ce soir-là, en regardant les étoiles au-dessus de Trècheville, Nathan comprit que tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'on lui avait arraché, tout ce qu'il avait blessé, trouvait enfin un sens. Et dans le regard de Fatou, il ne voyait plus seulement une nounou du passé. Il voyait sa maison. Ce matin-là, la lumière filtrait doucement à travers les persiennes de la petite maison de Fatou. Nathan, assis sur une chaise en bois, observait la vapeur s'élever de sa tasse de thé. Le silence était doux, presque réconfortant. Fatou, en face de lui, semblait hésitante, les mains croisées sur ses genoux, le regard perdu quelque part au-delà du présent. Nathan sentit que quelque chose pesait dans l'air, un non-dit qui réclamait d'être mis en lumière. Il posa doucement sa tasse sur la table et la regarda droit dans les yeux. « Tu as l'air soucieuse, Fatou. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle inspira profondément. Un long silence s'ensuivit, puis sa voix s'éleva, douce mais grave, comme chargée de décennies de secrets. « Nathan, il y a une chose que je dois te dire depuis longtemps. Quelque chose que j'ai gardé enfoui parce que je pensais te protéger. Mais aujourd'hui, tu es un homme. Et tu mérites la vérité, toute la vérité. » Il sentit un frisson courir le long de sa nuque. Il se redressa, le cœur battant. « Tu te souviens de ce qu'on t'a dit à propos de la mort de tes parents ? L'accident de voiture, le drame soudain, les condoléances officielles, tout cela était un mensonge. » Nathan resta figé, les lèvres entr'ouvertes. Son esprit refusait de comprendre tout de suite. Il avait tellement répété cette version dans sa tête, pendant des années, qu'elle était devenue une vérité immuable. Mais à présent, cette vérité s'effritait. Ils n'ont pas eu d'accident. Ils ont été tués, assassinats ciblés. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il se leva brusquement, fit quelques pas, puis se tourna vers elle, la voix tremblante. « Mais, pourquoi ? Par qui ?» Fatou baissa les yeux. Elle parlait lentement, chaque mot semblant lui coûter un peu de son souffle. « Ton père n'était pas l'homme que tu pensais. Il gérait une façade de respectabilité, un empire légal. Mais derrière les portes closes, il avait des affaires douteuses. Il blanchissait de l'argent, trafiquait avec des réseaux influents. Il s'était fait de puissants ennemis. Ta mère n'était pas complice. Elle avait découvert certaines choses et voulait fuir. Elle avait même commencé à préparer votre départ. Mais quelqu'un les a devancés. La voiture avait été sabotée. Les freins, ils sont morts dans la panique, sans avoir le temps de comprendre. » La gorge de Nathan se serra. Il s'assit à nouveau, incapable de soutenir ce flot de révélations. Son enfance lui apparaissait désormais comme un théâtre d'ombre. Des souvenirs maquillés, réécrits. Des adultes jouant des rôles. Un petit garçon protégé par des mensonges. « Et toi, tu savais tout ça depuis le début ?» Elle hocha lentement la tête. « J'ai entendu des choses, j'ai vu des gens venir et repartir à des heures étranges. Et puis, peu après leur mort, un homme m'a contacté. Il m'a dit que ta vie était en danger, que je devais t'emmener loin, que le seul moyen de te sauver était de disparaître. Il m'a donné de l'argent, et un billet pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas m'avoir emmené avec toi? J'ai voulu, Dieu sait que j'ai voulu, mais il t'avait placé sous haute surveillance. Tu étais enfermé dans une bulle dorée. Il m'aurait fallu les affronter. Et je n'étais qu'une employée étrangère sans pouvoir, sans papier. Je n'avais aucune chance. » Elle essuya une larme discrète. « Je suis parti avec l'espoir qu'un jour, tu viendrais me retrouver. J'ai vécu avec ce poids toutes ces années. » Nathan la regardait, partagé entre colère, tristesse, gratitude. Il était perdu, mais une part de lui comprenait. Il voyait la peur dans ses yeux, mais aussi l'amour. Le vrai, celui qui se tait, qui endure, qui sacrifie. Il se leva et s'approcha d'elle. Il lui prit la main. « Tu m'as protégé, à ta manière. Tu m'as sauvé. » Elle serra sa main dans la sienne, en silence. Il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Que ces révélations allaient bouleverser sa vision du monde, de sa famille, de lui-même. Mais au fond de lui, une nouvelle certitude naissait. Il ne fuirait plus, il ne se contenterait plus d'être l'héritier d'un empire corrompu. Il allait chercher les réponses. Et surtout, réparer. Ce soir-là, en quittant la cour de Fatou, Nathan sentit en lui un feu nouveau. Ce n'était pas la rage. C'était une force tranquille, une lucidité nouvelle. Il marcherait dans les pas de la vérité, aussi douloureux soit-il.
Et il commencerait par démolir les fondations pourries de l'empire Delcourt. Le retour à Paris fut silencieux. À travers le hublot de l'avion, Nathan observait les nuages, le regard figé, l'âme chavirée. Son esprit ne cessait de rejouer les mots de Fatou. Les visages de ses parents lui apparaissaient désormais sous un autre jour. Il cherchait dans ses souvenirs les signes qu'il aurait pu percevoir, les fissures dans cette façade trop parfaite. Mais l'enfance a cette naïveté qui transforme les pires dissonances en mélodies acceptables. À l'atterrissage, tout lui sembla plus froid. Son appartement, vaste et épuré, ne lui évoquait plus que le vide. Chaque pièce lui renvoyait l'écho d'une vie construite sur des fondations toxiques. Il se sentit étranger dans sa propre demeure. La richesse, les œuvres d'art, les meubles hors de prix. Rien n'avait plus de sens. Il retira sa veste et la jeta sur le canapé. Puis il s'assit en silence, face à la baie vitrée, les lumières de la ville scintillant au loin comme des promesses fragiles. Le lendemain matin, Nathan entra dans la tour principale du groupe Delcourt. Les employés s'inclinèrent sur son passage, certains avec respect, d'autres par crainte. Il savait désormais que cet empire, qu'il avait tant œuvré à moderniser, était bâti sur des mensonges, des deals obscurs, des trahisons. Il croisa le regard de M. Armand, le directeur juridique, un homme loyal mais prudent. Nathan l'invita dans son bureau. Une fois la porte refermée, il alla droit au but. « Je veux revoir tous les dossiers classés confidentiels. Les filiales offshore, les partenariats douteux, les anciens contrats du temps de mon père. Tout. » Armand fronça les sourcils, mal à l'aise. « Tu sais que certaines choses sont restées dans l'ombre. Volontairement. Justement, c'est terminé. » Durant des jours, Nathan s'enferma dans les archives internes de la société. Il découvrit des liens avec des entités financières suspectes, des mouvements d'argent vers des paradis fiscaux, des sociétés écrans. Mais aussi des noms, des hommes politiques, des trafiquants d'influence, des juges corrompus. Tout un réseau silencieux qui s'était enrichi dans l'ombre de son père. Une rage sourde s'éveilla en lui, mais il refusa de céder à la colère. Ce qui comptait maintenant, c'était d'agir, de démanteler ce système sans déclencher une tempête qui l'engloutirait avec. Il fit appel à une juriste indépendante, maître Camille Lefebvre, réputée pour sa droiture et son courage. Il lui exposa tout, sans filtre. « Je veux nettoyer cette maison. Même si je dois perdre la moitié de ce que j'ai. Je ne veux pas transmettre à mes enfants le poison qu'on m'a légué. » Elle l'écouta longuement, puis hocha la tête. Elle comprenait, et elle acceptait. En parallèle, Nathan prit une décision plus personnelle. Il retourna dans la maison de son enfance, laissée vide depuis des années. Une villa en bord de Seine, figée dans le temps. Les murs étaient encore imprégnés de l'odeur de cire et de fleurs fraîches. Il entra dans l'ancienne chambre de ses parents. Une grande armoire en bois de cèdre trônait au fond. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une boîte à musique. Il la remonta. Une douce mélodie s'éleva, celle que sa mère fredonnait parfois dans les rares instants de tendresse. Nathan sentit ses yeux se remplir de larmes. Il s'assit sur le lit. Il la revoyait, elle, belle et distante, le regard souvent ailleurs. Et lui, petit garçon tentant de capter une attention qui ne venait jamais. Il comprit alors que son besoin de réussite, son perfectionnisme, venait de là. De ce manque d'amour, de cette quête d'approbation éternelle. Il n'était pas seulement l'héritier d'un empire. Il était aussi le survivant d'un mensonge, le produit d'un silence trop longtemps gardé. Le lendemain, il réunit le conseil d'administration. La salle était tendue. Il les regarda un à un, les visages figés, certains hostiles, d'autres simplement inquiets. « Je vais procéder à une restructuration en profondeur. Fermer certaines branches, coopérer avec la justice sur les dossiers douteux. Et réinvestir une partie de notre capital dans des projets sociaux, notamment en Afrique. Il est temps de changer d'âme. » Les protestations fusèrent. Les actionnaires hurlaient à la trahison, au suicide économique. Mais Nathan resta ferme. Il avait trouvé un but plus grand que les dividendes. Il ne demandait plus la permission. Il agissait. Le soir venu, il sortit sur le balcon de son appartement. L'air était frais, mais son cœur, lui, brûlait d'une énergie nouvelle. Il pensa à Fatou, à son courage, à son silence douloureux. Il pensa à sa mère, peut-être prisonnière d'un monde qui n'était pas le sien. Il pensa à lui-même, enfant brisé, homme en reconstruction. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. La pluie tombait doucement sur Abidjan. Elle ne frappait pas violemment les toits de tôle ni les vitres des taxis colorés, mais glissait comme un murmure apaisant sur la ville. Nathan, assis dans un vieux fauteuil en rotin sur la terrasse de Fatou, regardait l'horizon gris-perle s'effacer dans la brume. Un chat passait silencieusement entre les pots de fleurs posés à même le sol, et un vent tiède soulevait les rideaux. Il avait tout quitté pour revenir ici. La France, ses bureaux, ses dossiers, ses responsabilités de dirigeant. Il avait tout confié à une nouvelle équipe, rigoureusement choisie. Il avait gardé ce qui comptait. L'essentiel. Une part de lui restait à Paris, bien sûr, mais son cœur battait désormais en Afrique. Non pas dans les chiffres ou les stratégies d'expansion, mais dans le regard de Fatou, dans le rire des enfants du quartier, dans l'odeur de la mangue fraîche au petit matin. Fatou allait mieux. Son traitement, entamé grâce à l'argent de Nathan, avait commencé à faire effet. Elle retrouvait de l'énergie, un peu de poids, et même son sourire avait changé.
Il était moins voilé par la douleur. Chaque jour, elle lui préparait du foutou, lui parlait en dioula, lui racontait des anecdotes de son village natal. Parfois, ils riaient ensemble. D'autres fois, ils se taisaient longuement, laissant les silences réparer ce que les mots n'avaient pas pu. Un matin, Fatou posa doucement sa main sur celle de Nathan. Elle avait les doigts ridés, mais encore pleins de force. « Je croyais t'avoir perdu, dit-elle doucement. Et toi, tu m'as retrouvé. » Ce n'était pas un reproche, ni même un regret, c'était une reconnaissance, un lien renoué au-delà du temps et de la distance. Nathan avait commencé à construire ici quelque chose de nouveau. Pas une entreprise, pas un empire. Une école. Dans un quartier pauvre d'Abidjan, sur un terrain en friche, il avait fait poser les premières pierres d'un centre éducatif. Il portait le nom de sa mère, Élise. Une manière de la libérer du passé, de transformer le silence de son absence en un souffle d'avenir pour d'autres enfants. Chaque jour, il allait voir le chantier. Il discutait avec les ouvriers, saluait les femmes du quartier, répondait aux questions des curieux. Il ne venait pas en patron, mais en frère. Il ne cherchait plus à diriger, il cherchait à servir. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement derrière les palmiers, Nathan reçut un message sur son téléphone. C'était Camille, son avocate. Tout était en ordre. Les procédures de restructuration avaient été menées à bien, les anciennes ramifications illégales avaient été démantelées avec prudence. L'entreprise familiale, autrefois un château de cartes, tenait désormais debout sur des bases solides et éthiques. Il soupira de soulagement. Il n'y avait plus de secrets à cacher. Plus de fantômes dans les couloirs. Plus tard dans la nuit, Nathan écrivit une lettre. Non pas un email, une vraie lettre, à l'ancienne, sur un papier beige à l'encre bleue. Il l'adressa à un enfant qu'il ne connaissait pas encore. Son futur enfant. Il lui raconta son histoire. Pas les chiffres, pas les décorations accrochées au mur. Il lui parla de la douleur de l'abandon, de la quête du pardon, de la valeur d'un sourire offert sans condition. Il lui parla de Fatou, de ses bras rassurants, de sa voix douce dans les ténèbres. Il lui parla aussi des choix difficiles, de la force qu'il faut pour affronter la vérité et ne pas devenir ce que l'on a détesté. Il termina par une promesse. Je ne serai pas un homme parfait, mais je serai un père présent. Lorsque l'aube pointa, Nathan se leva et sortit marcher. La ville se réveillait lentement, dans une mélodie de klaxons, de chants d'oiseaux et de voix qui s'interpellaient. Il marchait sans but précis, juste pour sentir les pavés sous ses pieds, pour s'imprégner de cette vie qu'il avait choisie. Un marchand de beignets lui sourit. Une fillette lui fit un signe de la main. Il lui rendit son geste. Tout en lui avait changé. Il ne courait plus, il avançait, à son rythme, un pas après l'autre. Il savait que la douleur ne disparaîtrait jamais tout à fait, que les cicatrices resteraient, discrètes mais réelles. Mais il avait appris à vivre avec elles, à leur faire une place sans leur céder tout l'espace. Et surtout, il avait appris que parfois, la rédemption ne vient pas d'un grand pardon spectaculaire, mais d'une série de petits choix. Aimer, rester, reconstruire. Ce jour-là, Nathan Delcourt cessa d'être l'homme qu'il croyait devoir devenir. Il était, enfin, simplement lui-même. Et c'était suffisant. Dans les plis du passé, là où les souvenirs font parfois plus de bruit que les cris, Nathan a trouvé autre chose que des réponses. Il a trouvé une présence, un regard qui pardonne, une vérité nue, sans jugement. Et cette vérité, c'est que l'amour sincère ne disparaît jamais vraiment. Il attend, il patiente, il survit à l'oubli. Ce n'est pas une histoire de revanche, ni même une histoire de miracle. C'est une histoire d'humanité, de rédemption lente, d'un homme qui a accepté de ne plus fuir. Nathan n'a pas effacé sa douleur. Il lui a donné une place. Et en retour, il a reçu une paix qu'il n'espérait plus. Il a compris que le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de choisir, malgré les blessures, d'aimer à nouveau. Si cette histoire t'a ému, si elle t'a parlé quelque part entre les lignes, alors abonne-toi. Ici, chaque récit porte une mémoire. Chaque voix, une vérité. Active la cloche, laisse un commentaire, partage si le cœur t'en dit. Et surtout, n'oublie pas, même les silences ont une fin. Merci d'avoir été là. À très bientôt.